OK, alors, automne 2017. La question numéro 1 de votre examen, à partir de 2017, je faisais en sorte que la question numéro 1, c'était tout le temps la question la plus facile. Donc, le taux d'intérêt de 4,8 effectif, un prêt de 320 000 est amorti sur 25 ans avec des paiements à chaque mois, alors 300 paiements. Quel est le montant du paiement? Convertissez effectif à mensuel. Et par la suite, vous calculez le montant de la mensualité. Je vous dis tout de suite que la question numéro 1 pour votre examen va être la question la plus facile. OK? Alors, commencez avec la question numéro 1. Si je vois que vous n'êtes pas capable de faire la question numéro 1, c'est à ce moment-là que je me demande si vraiment vous avez fait votre étude. Alors, la question numéro 1, la session passée, 90 des étudiants l'ont eu de bon et le 10 qui ne l'ont pas eu de bon, je pense qu'ils ont tous abandonné le cours. Ça veut dire qu'ils ont commencé leur étude la veille de l'examen. Donc, la question numéro 1, je vous dis tout de suite, sera tout le temps la question la plus facile. OK, question numéro 2. Le taux d'intérêt convertible 12 fois par année. I12 est égal à 4 % Un prêt de 247 000 est amorti avec des paiements à la fin de chaque mois pendant 240 mois. Quel est le montant des intérêts versés dans la centième mensualité? Donc, l'intérêt crédité dans le énième paiement est égal au solde du prêt au début de la période fois le taux d'intérêt par période. Donc, vous calculez le solde après 99 paiements et vous multipliez par le taux périodique. Donc, I12, c'est 4 I12 sur 12, c'est 0,3333 Alors, la valeur actuelle de 240 paiements de R est égale à 247 000. On calcule la mensualité. Et le solde du prêt après 99 paiements sur 240, ça veut dire qu'il resterait 141 paiements. Le solde du prêt après 99 paiements, c'est la valeur actuelle des 141 paiements qui restent. Donc, 168 000. Et le solde du prêt fois le taux d'intérêt par période, c'est le montant des intérêts crédités dans la période. Si je vous demande quel est le principal remboursé dans la période, c'est tout simplement la mensualité moins les intérêts crédités. Chaque paiement a une composante principale et intérêt. Mais pour le principal, une autre façon de le faire, c'est que vous calculez le solde après 99 paiements, vous calculez le solde après 100 paiements, et la différence entre les deux, ça va être le principal qui est remboursé. Question numéro 3. Le taux d'intérêt convertible 12 fois par année est de 4 près de 247 000, amorti avec des paiements à la fin de chaque mois pendant 240 mois. Quel est le montant du principal remboursé dans la 150e mensualité? Alors, vous devez calculer le solde après 149 paiements. 149 paiements sur 240, il en reste 41, qui est le solde du prêt. Alors, le solde du prêt après 149 paiements. Après 150 paiements, il reste 90 paiements. Alors, la valeur actuelle des 90 paiements qui restent, c'est le solde du prêt. Et la différence entre les deux, c'est le principal qui est remboursé. Ou bedon, vous pouvez calculer les intérêts crédités dans le 129e paiement, dans le 150e paiement et tout simplement soustraire ça de la mensualité. Ça va vous donner exactement la même réponse. Question numéro 4. Une action est achetée pour 50 $. Un dividende de 75 cents est versé à chaque 6 mois. L'action est vendue immédiatement après avoir reçu le deuxième dividende. Si le rendement de l'action est de 15 par année, que doit être le prix de vente? Donc, le prix de l'action est égal à la valeur actuelle de tous les cash flows. Le prix de n'importe quel investissement est égal à la valeur actuelle de tous les cash flows. Donc, j'ai payé 50 $ au temps T est égal à 0. Dans 6 mois, je reçois 75 cents. Donc, 75 cents escompté à du 15 pendant une demi-année. C'est la valeur actuelle du dividende. J'ai un deuxième dividende dans une année qui est de 75 cents. Je vais l'escompter avec une année à 15 et je revends immédiatement par la suite le prix de l'action pour X $ que dans une année. Alors, j'escompte X $ avec 15 pendant une année et ça va me donner le prix de revente. Alors, d'autres façons que j'aurais pu poser cette question, c'est que je vous donne le prix d'achat, le prix de vente, quel est le dividende. Je vous donne le prix d'achat, le prix de vente, quel est le taux d'intérêt, si je vous donne le dividende. Alors, plein de questions que je peux vous poser. Question numéro 5. Alors, earnings per share pour la prochaine année de 4,40. Alors, l'année prochaine. Taux de croissance pendant 5 ans est de 20 et 5 par la suite. La compagnie distribue 40 de ses bénéfices sous forme de dividendes. Donc, l'année prochaine, on va recevoir 4,40. 40 va être versé sous forme de dividendes, donc 1,76.
Par la suite, le rendement attendu des actionnaires est de 12 que doit être le prix de l'action. OK, alors, pendant les 5 prochaines années, alors la prochaine année, on va payer 40 de 4,40 $, un dividende de 1,76 $. Par la suite, pendant 5 années, le taux de croissance va être de 20 Alors, 1, 2, 3, 4, 5 années, le taux de croissance, elle est de 20 Alors, je vais recevoir 6 dividendes en tout. Et immédiatement après le 6e dividende, je peux vendre l'action pour un prix P qui va être égal à la valeur actuelle des dividendes de 7 à l'infini. Donc, le prix de l'action au temps t est égal à 6, ça va être égal au dividende au temps 7 divisé par R moins G. Je n'ai pas besoin de vendre l'action au temps t est égal à 6, mais c'est plus facile d'expliquer de cette façon-là. Donc, alors, je vais calculer le prochain dividende qui est 40 du earnings per share. Par la suite, le dividende va augmenter de 20 par année pendant 5 ans. Et l'année suivante, le dividende va augmenter de 5 et de 5 de 7 à l'infini, il va augmenter de 5 Et le prix au temps 6 de ces dividendes 7 à l'infini, bien, le prix au temps 6 est égal au dividende au temps 1 divisé par R-G. Encore une fois, une progression géométrique ou une perpétuité, le calcul aujourd'hui se fait avec un cash flow dans une période. Donc, le prix au temps 6 se fait avec un cash flow au temps 7. Alors, cash flow au temps 7 divisé par I-G. Le prix de l'action immédiatement après le versement du 6e dividende, le prix de l'action devrait être de 65 et 67. Erreur commune, j'ai beaucoup d'étudiants qui vont mettre le prix au temps 7. C'est une erreur. Le prix est au temps 6. Donc, le prix au temps 0 est égal à la valeur actuelle des 6 premiers dividendes. Et au temps 6, immédiatement après que j'ai reçu le 6e dividende, je vais vendre l'action pour son prix de vente. Et la valeur actuelle de tous ces cash flows devrait être le prix de l'action au temps t est égal à 0. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire de vendre le titre au temps t est égal à 6, mais c'est plus facile pour expliquer le problème. Question 6. Une obligation 20 ans avec une valeur nominale de 1000 $ coûte X. Aucun coupon est versé pendant 3 ans. Par la suite, un coupon annuel de 80 est versé. Le taux d'intérêt de 7 effectif. Quel est le prix de cette obligation? Donc, c'est une obligation de 20 ans. Alors, si on payait un coupon de 80 $ pendant 20 ans et une valeur nominale de 1000 $, la valeur de l'obligation serait égale à la valeur actuelle de 20 paiements de 80 $ plus 1000 $ qui est reçu dans 20 ans. Le tout escompté à 17 Alors, notre obligation, on dit qu'il n'y a aucun paiement pour les 3 premières années. Donc, on va tout simplement soustraire la valeur actuelle de 3 paiements de 80. Donc, on va dire qu'on a des paiements de 1 à 20, plus 1000 $ à la toute fin. Et on va soustraire tout simplement les paiements au temps 1, 2 et 3 qu'on a ajoutés, qui étaient excédentaires. Alors, on va juste créer une rente négative supplémentaire pour les 3 premiers paiements. Et on calcule le prix de l'obligation. Une autre façon que vous pouvez le faire, c'est que vous pouvez calculer le prix de l'obligation au temps t est égal à 3, qui serait égal à la valeur des 17 coupons de 80 $ et une valeur nominale qui serait versée dans 17 années. Et vous prenez le prix au temps 3 et vous laissez compter avec 3 périodes d'intérêt au temps t est égal à 0. Une autre façon de faire le problème. Question numéro 7. Vous voulez financer une rente de retraite mensuelle de 2000 $ avec le premier versement le jour de votre 65e anniversaire. Donc, il y a une pogne là, avec des paiements sur 20 ans. Donc, 240 paiements. Le taux d'intérêt attendu pendant la retraite est de 4 Afin de financer cette rente, vous mettez 400 $ au début de chaque mois pendant 40 ans, 480 paiements. Le premier paiement, le jour de votre 25e anniversaire. Que doit être le taux de rendement annuel de vos placements avant 65 ans pour financer votre retraite? Donc, la valeur à 65 ans, c'est la valeur actuelle des 240 paiements qui se font en début de période. Alors, les paiements se font en début de période. C'est pour ça qu'il y a un tréma. Alors, c'est une annuité d'où? Alors, vous mettez en fonction de début de période. 2000 $. Alors, vous calculez la valeur à 65 ans. Alors, la valeur à la retraite, c'est 333 000. Donc, on doit placer 400 $ au début de chaque mois pendant 40 années ou 480 paiements, alors en début de période, et ce montant va s'accumuler à 333 000. Donc, on calcule le taux d'intérêt mensuel. Assurez-vous, encore une fois, que vous êtes en mode début de période. Et par la suite, vous convertissez mensuel à effectif.
Maintenant, après que vous avez fait cette question, assurez-vous, si jamais vous avez une question en fin de période, que votre calculatrice, vous l'avez mis dans le bon mode. Alors, le taux de rendement attendu est de 11 %. Vous effectuez un placement dans votre REER au 1er janvier de chaque année de 2018 à 2043. Donc, 25 ou 26 paiements. Il y a 26 paiements parce que de 2018 à 2019, il y a deux paiements. Donc, de 2018 à 2043, il n'y a pas 25, il y a 26 paiements. Chaque paiement subséquent est indexé de 2,5 % le taux de croissance. Premier placement est de 18 000. Quelle est la valeur de votre REER au 1er janvier 2044? Donc, le premier paiement se fait au 1er janvier 2018. Je vais calculer la valeur au 1er janvier 2017 parce qu'une progression géométrique doit se faire avec une période en avance. Donc, au 1er janvier 2017, je calcule la valeur des 26 paiements. Le premier paiement se fait en 2018 et le premier paiement est de 18 000 $. Donc, je fais le calcul et la valeur actuelle serait de 185 079 $. Ce chiffre ne veut rien dire. Je prends ce chiffre et je l'actualise au 1er janvier 2044. Alors, au 1er janvier 2044, je vais faire le calcul qui est la valeur au 1er janvier 2017 avec 27 années d'intérêt à du 11 %. Donc, j'ai 3 097 000. En passant, toutes les questions sur des REER, je me mets à la place de mes étudiants. Alors, je veux dire, si vous avez de 2018 à 2043, 26 paiements, ça veut dire que vous avez 38-39 ans si vous prenez votre retraite à 60 ans. Toutes les données sont logiques. Vos augmentations salariales vont être de 2,5 %. On s'attend à faire du 11 % par année, qui est un peu libéral, peut-être 8, 9, 10 % je veux dire, après 27 années, vous allez avoir 3 millions dans votre REER. C'est tous des chiffres réalistes. Alors, mais par contre, le jour que vous vous mettez à travailler, je vous dis encore, maximisez vos REER, maximisez votre régime de retraite collectif au travail. Le taux de rendement attendu d'une action est de 10 %. L'action vient tout juste de verser un dividende. Donc, le dividende qui a été versé hier est de 1 $. Il n'est pas tenu compte dans le prix de l'action, mais il va nous dire quel est le prix, le dividende dans une période. Chaque dividende subséquent est indexé de 1 %. Donc, si le dividende d'hier était de 1 $, le prochain dividende serait de 1 et 1. Et ça, c'est le dividende qui est important. Les dividendes sont payés semestriellement, que doit être le prix de cette action. Donc, je vais convertir effectif à semestriel. Je vais trouver un taux d'intérêt semestriel. Le dividende au temps 1, c'est le dividende qui vient tout juste d'être versé fois 1 %. Alors, le dividende qui vient juste d'être versé, c'est 1 $. Je vais même ajouter ça. 1 $ fois 1,01 est égal à 1,01. Et le prix de l'action au temps t est égal à 0. C'est le dividende dans un semestre divisé par le taux d'intérêt semestriel, moins le taux de croissance qui est aussi semestriel, qui va me donner le prix de mon action. Un prêt hypothécaire de 311 000 est amorti sur 25 ans avec des paiements mensuels en fin de période, alors 300 paiements. Le taux d'intérêt effectif est de 4,17. Quel est le solde du prêt après 3 ans? Donc, après 3 ans, on a fait 36 paiements sur 300. Ça veut dire qu'il reste 264 paiements. Donc, on calcule le taux mensuel, on calcule la mensualité. Et le solde du prêt après 3 ans, après 36 paiements, c'est la valeur actuelle des 264 paiements qui restent. Et donc, on calcule notre solde. Question 11. Quel est le taux d'intérêt nominal convertible à chaque 2 ans? Alors, I1,5, qui correspond à un taux d'intérêt nominal convertible de 10 % convertible 2 fois par année. Alors, 1 plus IM sur M est égal à 1 plus IN sur N, à la N, je veux dire. Donc, un taux d'intérêt qui est convertible 2 fois par année. Alors, 10 % c'est convertible 2 fois par année, c'est 5 % par semestre. Alors, 1 plus le taux d'intérêt qui est convertible à chaque 2 ans, alors c'est une demi-fois par année. Alors, c'est 1 plus I une demi sur une demi à la puissance une demi, donc la racine carrée, est égal à 5 % par semestre, 2 fois par année. Et en conséquence, je suis capable de calculer un taux d'intérêt nominal. Sachez qu'un taux d'intérêt nominal, c'est un taux annuel. Malgré ceci, si on veut calculer quel est le taux d'intérêt périodique, alors vous faites tout simplement I une demi fois 2.
Alors, I, une demi sur une demi. Alors, vous prenez ce chiffre fois 2 et ça correspond à un taux d'intérêt périodique convertissable une fois par 2 années. Alors, je pense que dans un de mes premiers examens en 2013, j'avais la même question avec un taux d'intérêt olympique. Alors, un taux d'intérêt qui était convertible qui était convertible une fois à chaque 4 ans. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous poserais des questions comme ça, mais vous allez voir, il y a souvent des questions en finance 2 où est-ce qu'on a besoin de savoir quel est le taux d'intérêt pour une période de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, c'est plus facile de convertir effectif à périodique sur une plus grosse période. Une obligation corporative durée 20 ans avec un coupon semi-annuel de 40 $. Donc, 40 paiements de 40 $. Le prix de l'obligation est égal à 1000 $, sa valeur nominale. Donc, si le prix de l'obligation est égal à sa valeur nominale, le taux d'intérêt du marché doit être égal au taux de coupon. Donc, si on paye un coupon de 4 % à chaque 6 mois, I2 sur 2 doit être de 4 %. Après 3 ans, le prix de l'obligation est de 1098,50 que doit être le nouveau taux d'intérêt effectif. Donc, au temps t est égal à 0, le taux d'intérêt était de 4 % par semestre. Après 3 ans, par contre, il reste 17 ans, donc il reste 34 paiements de 40 $ au nouveau taux d'intérêt. Alors, 1098, le prix de l'obligation, est égal à la valeur actuelle des cash flows. 34 cash flow de 40 $ plus un 1000 $ qui va être remis après 17 ans ou 34 semestres. Donc, calculatrice, present value, payment, future value, n est égal à 34, compute I, et vous allez avoir un taux d'intérêt par période de 3,5 % que vous pouvez convertir à effectif à 7,12225. Question 13. On vous donne la distribution incomplète suivante. Alors, la moyenne est de 620, calculez la valeur de A. Alors, 10 % du temps, X vaut A, 30 % il vaut 500, 40 % du temps, il vaut A plus 500 et 20 % du temps, il vaut 2A. En moyenne, X vaut 620. Donc, la moyenne de X, c'est chaque possibilité fois sa probabilité. Donc, 0,1 fois A plus 0,3 fois 500 plus 0,4 fois A plus 500, plus 0,2 fois 2A, est égal à 620. Donc, on isole notre A et A vaut 300. Et ça nous donne notre distribution. Donc, 10 % du temps, X vaut 300. 30 % du temps, il vaut 500. 40 % du temps, il vaut 800. Et 20 % du temps, il vaut 600. Le bénéfice net par action attendu d'une compagnie pour la prochaine année est de 8,25. Alors, le earnings per share de la prochaine année est de 8,25. Le dividende va être calculé à partir de ce chiffre-là. Alors, le dividende au temps 1 va être calculé à partir de ce chiffre. La corrélation entre la compagnie et le marché est de 0,8. L'écart type de la compagnie, 1,25, 1,37 pour le marché. La compagnie paye 35 % de ses bénéfices sous forme de dividende. Donc, 35 % de 8,25. 35 %, donc 2,89, va être le dividende au temps 1. Si je vous dis que le bénéfice net de la dernière année était de 8,25, le dividende au temps 0 aurait été de 2,89. Le taux sans risque est de 3 %, le rendement du marché est de 10 %. Quel est le prix sans arbitrage de l'action? Alors, sans arbitrage, ça veut dire selon nos modèles. Alors, on calcule le dividende au temps 1. La covariance entre le titre et le marché, c'est égal à la corrélation fois l'écart type du titre. Alors, l'écart type du titre fois l'écart type du marché. Bêta est égal à la covariance divisée par la variance du marché. Alors, la variance du marché, c'est l'écart type au carré. Et le rendement attendu des actionnaires, c'est égal au taux sans risque plus bêta fois le rendement du marché moins le taux sans risque. Alors, les actionnaires s'attendent à du 8,1 %. Quel est le prix de l'action au temps 0? C'est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins le taux de croissance attendu de la compagnie. Question 15. On vous donne la moyenne de X, on vous donne la variance de X. Moyenne de Y, variance de Y. Et la corrélation entre X et Y, on vous donne aussi le taux sans risque. Quelle est la variance d'un portefeuille qui est investi 25 % dans X, 75 % dans Y?
Donc, la variance de 25 X, 75 Y, c'est égal à 0,25 au carré fois la variance de X, plus 0,75 au carré fois la variance de Y, plus 2 fois 0,25 plus 0,75 fois la covariance entre X et Y. Donc, la covariance entre X et Y, c'est égal à la corrélation fois l'écart type, alors 0,004 racine carrée, fois l'écart type de Y, donc la racine carrée de la variance de Y, et ça nous donne la covariance entre X et Y. Donc, la variance, on est capable de le calculer. Alors, on plug 0,25 au carré fois la variance de X, la variance de X, elle est donnée, plus 0,75 au carré fois la variance de Y, la variance de Y, elle est donnée, plus 2 fois 0,25 fois 0,75 fois la covariance entre X et Y qu'on vient juste de calculer. Question 16. Compagnie est financée par 250 000 obligations. Alors, quand vous entendez une compagnie est financée, on va vous demander quel est le coût du capital de la firme. Coût moyen pondéré de capital de la firme, Weighted Average Cost of Capital, on vous demande WACC. Alors, 250 000 obligations. Le prix de chaque obligation est de 1 000 $, la valeur nominale est de 1 000 $. Alors ici, quelle est la valeur de la dette? C'est 250 000 fois obligation fois 1 000 $. Par contre, certaines fois, vous allez avoir que le prix de l'obligation est différent de 1 000 $. Dans ce cas-là, quelle est la valeur de la dette? C'est le nombre d'obligations fois le prix d'une obligation. Le 1 000 $ de valeur nominale, il est remboursé à la toute fin. Ce n'est pas la valeur aujourd'hui. Le prix est la valeur aujourd'hui. Alors, j'ai 250 millions de dettes, 250 000 fois 1000. Le coupon annuel est de 40 $, mais le prix de l'obligation est égal à sa valeur nominale. Donc, si le prix est égal à sa valeur nominale, le taux de coupon est égal au taux d'intérêt. Donc, le taux de coupon est de 40 %. Donc, le taux d'intérêt est de 4 %. J'ai 1 million d'actions privilégiées de 50 $. Donc, la valeur des preferred, c'est 50 millions. Paye un dividende de 3 $ sur 50 $, donc 6 % par année. Alors, le rendement des preferred, c'est 6 %. J'ai 2 millions d'actions ordinaires à 100 $, donc 200 millions de common, qui vient tout juste de verser un dividende de 10 $, mais on n'assume aucune croissance des dividendes. Donc, on paye du 10 sur 10 $ sur 100 %, alors on fait un rendement de 10 %. Donc, j'ai un total, la valeur totale de la compagnie, la valeur au livre de la compagnie, c'est 250 plus 50 plus 200 millions. La compagnie vaut un demi-milliard au livre. La valeur comptable, c'est un demi-milliard. La moitié de la compagnie financée par de la dette, 10 % par des preferred et 40 % par des common. Donc, quel est le coût moyen pondéré du capital de la firme? J'ai 50 % de la compagnie qui est financée par du 4 %. Mais la dette, elle est déductible d'impôt. Si je paye 100 000 $ en intérêt, mon bénéfice imposable va baisser de 100 000 $ et donc, je vais économiser 25 % de ce montant, 25 000 en taxes. Donc, je paye 100 000 cash en intérêt, mais j'économise 25 000 en taxes, donc je paye juste 75 % de ma dette. Donc, 4 %, c'est mon coût de la dette avant impôt. Après impôt, c'est juste 3 % parce que pour chaque dollar qui est versé en intérêt, j'économise 25 cents en taxes. Donc, 50 % de ma compagnie est financée par de la dette à 4 % qui est déductible d'impôt. 10 % de ma compagnie est financée par des preferred. Le dividende et les gains capitaux des preferred n'est pas déductible pour la compagnie. Et 40 % de ma compagnie est financée par des common qui font du 10 %. Encore une fois, le dividende et les gains capitaux ne sont pas déductibles pour la compagnie. Et ça va me donner la moyenne pondérée de toutes les sources de financement après impôt de l'entreprise. C'est le taux d'intérêt qui va être utilisé pour évaluer la profitabilité de tous les projets futurs de la compagnie. En finance 2, c'est un chiffre que vous allez connaître par cœur en finance 2, le coût moyen pondéré du capital. Question 17. On vous donne la description de X, Y qui est jointe. Alors, quelle est la covariance entre X et Y? Alors, on a 5 possibilités de X et Y. Donc, on commence par calculer l'espérance de X. On calcule l'espérance de Y. Donc, chaque possibilité fois sa probabilité. Alors, 2 % fois 10 %, 6 % fois 20 % et ainsi de suite. Et on calcule l'espérance de X. On calcule l'espérance de Y. La covariance entre X et Y, c'est pour chacune de ces combinaisons, je prends X moins la moyenne, fois Y moins la moyenne de Y, fois la probabilité.
plus X moins la moyenne de X fois Y moins la moyenne de Y fois la probabilité pour chacune des 5 combinaisons et ça va me donner ma covariance. Souvent, par contre, vous avez une deuxième question, quelle est la corrélation? Alors, vous prenez la covariance divisée par l'écart type de X divisé par l'écart type de Y. Et si ce n'est pas donné, vous devez le calculer lui aussi. Un titre vient tout juste de verser un dividende. Le dividende au temps zéro était de 3,20. Le taux de croissance attendu du titre, elle est de 3 %. Le rendement attendu de la bourse est de 10 %. Le bêta vaut de 1,5. Les bons du titre Trésor payent du 2 %. Que doit être le prix du titre? Donc, le dividende qui a été versé hier est de 3,20. Le dividende dans une période serait indexé de 3 %, donc 3,29,6. Le rendement attendu des actionnaires, c'est le 2 % de taux sans risque plus bêta fois le rendement du marché moins le taux sans risque. Donc, le rendement des actionnaires, c'est 14 %. Et le prix d'une action au temps zéro, c'est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G, donc 29,96. Erreur la plus commune, on oublie d'indexer le dividende. Question numéro 19. Une rente versera 50 000 par année pendant 10 ans, 25 000 pendant 10 ans et 10 000 pendant 20 ans. Les paiements se font en fin d'année. Le taux d'intérêt est de 10 % capitalisable 2 fois par année. Donc, les paiements sont annuels. Je vais tout simplement convertir I2 à I effectif. Donc, si c'est 5 % à chaque 6 mois, c'est 10,25 par année. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je veux savoir quelle est la valeur de cette rente. Donc, si on ne dit pas la valeur accumulée ou la valeur actuelle ou accumulée, c'est actuel. Et c'est normalement pour des rentes de retraite. Quand une rente verse un montant, quand tous les paiements sont faits, quelle est la valeur de ta rente? C'est zéro. Si je dis qu'on investit dans un REER, cet argent-là va s'accumuler. Mais une rente de retraite, elle est versée. Quand la rente elle a fait le dernier paiement, elle ne vaut plus rien. Donc, quand je vous demande quelle est la valeur de cette rente, c'est toujours la valeur actuelle. Donc, ce que je peux faire, c'est que pendant 10 ans, j'ai 50 000, 25 000 pendant 10 ans et 10 000 par la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire pendant 40 ans, j'ai 10 000 Alors, je vais prendre 10 000 du 50 000 des 10 premières années, 10 000 du 25 000 pour les années suivantes et 10 000 du montant total des 20 dernières années. Alors, je veux dire, j'ai 10 000 pendant 40 ans. Par la suite, il me reste 15 000 de 11 à 20 et 40 000 de 0 à 10. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire 15 000 de 0 à 10. Alors, le 15 000 qui manquait pour les années 11 à 20 sont occupés. Et pour les 10 premières années, du 50 000, j'ai 10 000 et 15 000 qui est fait. Il me reste 25 000 pour les 10 premières années. Alors, tout simplement, je décompose ces trois rentes en trois rentes différentes et je suis capable de faire le calcul. Bien sûr, il n'y a rien qui vous empêche de calculer la valeur actuelle de 10 paiements. La valeur actuelle des 10 paiements au temps t est égal à 10 et tu ramènes ça au temps 0. Et la valeur actuelle au temps t est égal à 20 pour les 20 paiements et tu ramènes ça au temps t est égal à 0. Ça devrait te donner exactement la même réponse. Question numéro 20. Une obligation 10 ans versant un coupon annuel de 60 $ est achetée pour 1 000 $. Donc, le taux d'intérêt devrait être au taux de coupon parce que 1 000 $, c'est sa valeur nominale. Le premier coupon sera versé dans un an. Alors, quelle est la valeur de cette obligation 6 mois plus tard si les taux d'intérêt ont chuté de 5 %? Donc, ici, ça devient un peu plus compliqué. Donc, au temps t est égal à 0, le prix de l'obligation est égal à sa valeur nominale. Donc, le taux d'intérêt est égal au taux de coupon. On paye 6 % en coupon, 60 $. Donc, le taux d'intérêt est égal à 6 %. Mais les taux d'intérêt ont chuté à 5 % 5 mois plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer le prix de l'obligation au temps t est égal à 0 avec du 5 %. Donc, c'est la valeur actuelle de 10 paiements de 60 $ à 5 % plus 1 000 $ qui serait versé dans 10 ans. Donc, le prix de l'obligation va augmenter de 1 000 à 1 077. Mais ce calcul se fait au temps t est égal à 0. On veut savoir quelle est la valeur dans 6 mois. Alors, la valeur dans 6 mois, c'est tout simplement la valeur au temps t est égal à 0, actualisée à 5 % pendant une demi-année. Et ça va nous donner notre valeur. Une autre façon de le faire, tu peux te placer au temps t est égal à 1
Et le prix au temps t est égal à 1, c'est une annuité due de 10 paiements de 60 et une valeur nominale qui serait remboursée dans 9 années. Tu calcules le temps au temps t est égal à 1 et tu escomptes à 5 pendant une année pour amener ça au temps t est égal à 6 mois. Deux façons de faire la question. Et c'est la fin de l'examen.